Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Bon, on a l'habitude, Henri, de se retrouver pour commenter l'actualité macroéconomique. On l'a fait tous les trimestres et on est en passe de boucler cette année 2023 qui se termine, en tout cas, ma foi, plutôt bien, voire très bien sur les marchés actions. On va regarder ensemble ce qui nous attend en 2024 avec peut-être cette première question que tout le monde semble se poser, en tout cas de nombreux observateurs. C'est à quand la baisse des taux de la Fed et de la BCE? On a d'ailleurs l'impression que depuis les dernières statistiques d'inflation qui sont tombées, tout le monde est assez optimiste sur des baisses rapides, voire super optimiste. Super optimiste. Super optimiste. Exactement le qualificatif qu'il faut employer. Oui. Donc déjà, pour répondre à ton point, oui, 2023 est en passe de se terminer et ça va être une bonne, voire une très bonne année. Si c'est un peu une surprise, hein, d'ailleurs. Un peu à la surprise générale et en tout cas, sans doute, en grande partie à notre surprise à nous, BlackRock, puisqu'on s'attendait à une année plus compliquée. Et clairement, on regarde les grands indices actions, ils sont en hausse de 15 à 20%, quelles que soient les zones géographiques. C'est plus compliqué du côté des portefeuilles obligataires, mais dans l'ensemble, quand on fait la balance entre les deux, 2023 va être une année qui va permettre d'effacer en grande partie les pertes enregistrées en 2022. Oui. Et ça, pour les investisseurs, ça fait du bien. Et ça a été loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes d'accélération, des périodes de recul tout au long de l'année 2023. Là, en cette fin d'année, on est définitivement sur un moment d'accélération. Et ce moment d'accélération, il est effectivement alimenté par une anticipation, mais totalement unanime, d'accélération des baisses de taux à venir de la part des principaux banquiers centraux, la Fed en premier chef, mais aussi la BCE. Et ce phénomène a commencé dès le milieu du mois d'octobre. Oui. Au milieu du mois d'octobre, c'était le moment où finalement les investisseurs étaient les plus angoissés quant aux perspectives de conduite de politique monétaire. Et depuis lors, ils n'ont cessé d'ajuster à la baisse leurs anticipations de baisse de taux à venir. Il faut savoir que mi-octobre, il y avait déjà entre 2 et 3 baisses de taux anticipées par le marché aux États-Unis. Oui. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, c'est-à-dire en décembre, on a multiplié ce chiffre par 2. D'accord. Donc on est quelque part entre 100 et 150 points de base de taux. Oui. De baisse de taux anticipée pour 2024. Ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Pour nous, ça ne nous paraît pas réaliste. D'accord. Et si tu te souviens bien, on s'est parlé régulièrement tout au long de l'année. L'année dernière, à la même époque, et régulièrement tout au long de l'année, les marchés n'ont cessé d'être trop optimistes en matière d'anticipation de baisse de taux de la part des banquiers centraux et en particulier de la part de la Fed. Ils n'ont cessé d'anticiper le pivot. Ils l'anticipaient en 2023. Il l'anticipe en 2024, mais il anticipe cette fois avec une trajectoire qui est particulièrement pentue, voilà, 100 à 150 points de base de taux. Nous, on anticipe qu'il y aura effectivement des baisses de taux en 2024. La question, c'est quand vont-elles démarrer? Aujourd'hui, le marché est plutôt positionné sur un mai à juin 2024 aux États-Unis. Nous, on pense que ce sera au mieux dans le courant du deuxième semestre, peut-être 3 mois plus tard que ce que le marché anticipe. Ça ne fait pas une différence énorme. Mais là où on se différencie du consensus, BlackRock, c'est surtout sur le nombre de baisses de taux. On n'est pas du tout sur un scénario... On n'est pas aux 150 points de base. Non, on est sur peut-être 2 baisses de taux en 2024. Donc on va avoir plus dans de l'ajustement. Voilà, on va avoir le même décalage que celui qu'on a observé en 2023. Finalement, en 2023, on ne s'est pas trompé, puisqu'on a toujours dit qu'il n'y aurait pas de pivot, et il n'y a pas eu de pivot. On est plutôt en train d'évoluer vers un rythme de pause. Cette pause, on va la maintenir au courant du premier semestre. Et on pense qu'effectivement, ça va s'infléchir dans le courant du second, mais pas du tout avec la pente anticipée. Là où le marché a sans doute pas totalement tort, c'est dans le différentiel entre les États-Unis et la zone euro. Parce qu'en zone euro, on voit bien que la croissance n'est pas du tout du même tonneau que celle qu'on observe aux États-Unis. Donc là, on est vraiment au mieux en stagnation. Et dès lors qu'il y a moins de croissance, il y a moins de pression inflationniste. Qui plus est dans un environnement qui était moins tendu en termes de marché de l'emploi en zone euro par rapport aux États-Unis. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça veut dire que la Banque centrale européenne devrait rapidement trouver une fenêtre de tir pour commencer à baisser ses taux. Elle le fera sans doute avant la Banque centrale américaine. Mais on est loin. On s'était dit longtemps que ce serait après, et là ça va peut-être un petit peu changé. Le consensus a toujours dit après, parce que la BCE a toujours été plutôt suiveuse de la Fed. On est quand même en train de retard. Et BlackRock, depuis 18 mois, dit que la BCE sera la première à infléchir son discours, tout simplement parce que la dynamique de croissance est beaucoup moins vigoureuse en zone euro et donc va offrir plus de marge de manœuvre à la Banque centrale européenne
pour ajuster sa politique de taux monétaire. Justement, transition toute trouvée, corollaire de cette attente de baisse des taux, de statistiques aussi, il faut le dire, rassurantes sur le front de l'inflation. On a l'impression que cette fois-ci, effectivement, on voit des effets significatifs. Le scénario, là aussi, qui recueille un large consensus, c'est celui de l'atterrissage en douceur, le soft landing du côté de l'économie américaine et même du côté européen, même si ce sera un petit peu moins en douceur de ce qu'on dit, mais on est quand même encore assez optimiste là aussi. Est-ce que ça, c'est votre avis aussi? On a quand même vu récemment la BCE qui a pris la parole et qui a dit attention, justement, moi je vous trouve, s'adresser comme ça aux investisseurs, je vous trouve tous très optimistes, peut-être trop optimistes, et elle pointait notamment des risques insuffisamment pris en compte par les marchés. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Quels sont vos scénarios pour 2024, Henri? Alors, de la même manière qu'on est un peu moins optimiste que le consensus sur la trajectoire à venir des politiques monétaires, on est aussi peut-être moins optimiste que le consensus sur la trajectoire de croissance. Oui. Et c'était déjà le cas en 2023. Donc là-dessus, clairement, on s'est trompé aux États-Unis. L'économie américaine avec une croissance dingue au troisième trimestre. On ne s'est pas trompé sur la zone euro, mais on reconnaît, on apprend de nos erreurs. On s'est trompé aux États-Unis. On pense qu'on s'est trompé parce que finalement, cette économie américaine a été beaucoup plus résiliente pour de très bonnes raisons. Et a posteriori, c'est facile de les lister. Évidemment, a priori, on les a peut-être mal évalués. Ouais. Mais si on les liste, globalement, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Qu'est-ce qui explique le scénario général de soft landing aux États-Unis, c'est-à-dire d'atterrissage en douceur de la croissance? Si on peut parler d'atterrissage, parce que le dernier chiffre de croissance a été quand même... et encore haute altitude, hein, c'est quoi? C'est plus 4,9, plus 5, je ne sais plus. 5 plus. 5 en deuxième estimation, c'est 5 plus. 4,9, c'était la première estimation. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a une économie américaine qui s'est appuyée sur un consommateur américain extrêmement résilient. Un consommateur américain qui a continué à consommer comme si de rien n'était, alors même que les taux ne cessaient de monter. Et ça s'explique premièrement parce qu'on a un marché de l'emploi qui est structurellement beaucoup plus tendu aux États-Unis post-Covid qu'il ne l'était avant Covid. Et donc, le consommateur américain, quand il regarde ses perspectives en termes d'emploi et surtout ses perspectives en termes de croissance des salaires, il n'a absolument aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Donc ça, c'est un premier facteur de confiance. Le deuxième, c'est que le consommateur américain est entré dans 2023 avec des réserves d'épargne accumulées de la période de la crise Covid, et il a choisi de désépargner. Donc ça, c'est jamais totalement évident. Qu'est-ce qu'on fait de son épargne? Le consommateur américain est traditionnellement assez enclin à tirer sur son épargne pour consommer. Ça marche pas en Europe, ça. Voilà, en Europe, ça ne marche pas tout à fait de la même manière, mais là, aux États-Unis, compte tenu du fait qu'il n'avait absolument aucune inquiétude sur son emploi à venir, il est allé vraiment franco. Aujourd'hui, on a vu les réserves d'épargne qui ont été totalement consommées, totalement dégonflées. Et même les niveaux d'encours de crédit, notamment de crédit carte bleue, qui sont en train d'accroître de manière très significative aux États-Unis. Le consommateur américain, plein de confiance, a tiré sur ses réserves. Et la troisième raison, et c'est sans doute aussi un petit peu ce qui explique ce niveau d'activité exceptionnel, c'est qu'on a un gouvernement américain qui a soutenu à fond la croissance publique. Avec la dépense publique, des déficits budgétaires records aux États-Unis, qui, à un moment ou un autre, évidemment, vont connaître leur fin, mais qui se sont déployés de manière massive cette année. Alors, si on prend ces trois moteurs, concrètement, et qu'on essaie un peu de se projeter, je le disais déjà, les réserves d'épargne accumulées, le potentiel de tirage sur les encours de crédit, là, on a un peu tiré ces dernières cartouches. On a un peu brûlé la chandelle par les deux bouts. Donc, il ne reste peut-être pas grand-chose, en tout cas pas la même amplitude, la même réserve pour 2024 que celle qu'on a pu avoir en 2023. Donc, déjà, peut-être moins de surprises à attendre de ce côté-là. Le marché de l'emploi est en cours de normalisation progressive. Ça met beaucoup de temps parce qu'il est structurellement déformé par ce qui s'est passé pendant la crise Covid, mais progressivement, les choses sont en train de s'ajuster. Et donc là, à un moment ou à un autre, effectivement, quand ce marché de l'emploi va se normaliser, les signaux qu'il va envoyer aux consommateurs américains seront plus tout à fait aussi positifs. Donc le consommateur américain pourrait ajuster son comportement de consommation. Et le dernier point sur les déficits budgétaires, on voit bien qu'on est rentré en année électorale aux États-Unis, que désormais la confrontation entre les deux camps démocrates-républicains est à un niveau exceptionnel dans les deux chambres, que les déficits budgétaires, les lignes budgétaires exceptionnelles ne sont plus du tout aussi faciles à obtenir que par le passé. Et donc, il y a quand même des chances d'avoir une administration américaine un peu plus contrainte, peut-être un peu plus empêchée en termes de dépenses en 2024 par rapport à 2023. Tout ça mis bout à bout,
On pense qu'effectivement, si on a eu tort en 2023 sur la dynamique de croissance, on devrait quand même, on maintient notre anticipation, que cette croissance va ralentir. Pour vous donner un chiffre, Laurent, aujourd'hui, l'anticipation de BlackRock pour la croissance américaine, c'est quelque part entre 0,5 et 1 en 2024. D'accord. Donc on est très en retrait par rapport au consensus, un ralentissement assez marqué. Ouais. Et à la limite, on sera vraiment dans la thèse du soft landing, parce que c'est une croissance qui ralentit, mais c'est une croissance qui reste positive. En zone euro, rien à voir. Puisqu'en zone euro, là, pour le coup, on n'a malheureusement pas eu tort. On anticipait l'entrée en récession. La récession, on y est aux États-Unis. On n'en est pas très loin dans d'autres pays comme la France. En tout cas, on est en Allemagne. En Allemagne. Oui, on est en Allemagne. On n'en est pas très loin en France, où on flirte avec le zéro. On ne sait jamais trop si on va être au-dessus ou en dessous. C'est vraiment l'épaisseur du trait. Et là, pour le coup, la dynamique paraît enclenchée. Et évidemment, le point de départ étant plus bas, le risque de rentrer en récession est d'une certaine manière un peu plus élevé, pour une zone qui risque de voir les États-Unis d'une part ralentir et qui voit la Chine ralentir. Donc à la fin, ne pas redémarrer même pas. Voilà, ou redémarrer de manière poussive, voire ralentir. Et donc imaginez que la zone euro pourra bénéficier d'un contexte positif de croissance, d'un momentum positif de croissance, dans un environnement qui est quand même plutôt marqué par un ralentissement général, ça paraît difficilement crédible. Et comme le point de départ est déjà à zéro, là pour le coup, le soft landing paraît quand même assez improbable. Donc la BCE a raison d'alerter les investisseurs en leur disant « Attention, ne soyez pas trop optimistes, ne voyez pas le verre forcément à moitié plein, prenez compte des facteurs de risque, et ces facteurs de risque, ils existent en zone euro. » Ce sera plutôt peut-être hard landing en Europe, on verra bien effectivement dans les mois à venir. 2024, vous l'avez dit Henri, c'est année d'élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que ça peut rajouter de l'incertitude, même si je présume un petit peu de votre réponse? Et puis est-ce que vous en voyez d'autres effectivement, des incertitudes sur cette année prochaine, cette année à venir? Alors les élections, c'est toujours une source d'incertitude. Pas de nouveauté. Mais les élections, la chance qu'on a, c'est que ça arrive régulièrement. Et donc c'est une incertitude à laquelle les marchés sont habitués. Donc on a appris à gérer cette incertitude. Une incertitude certaine. Voilà, on préfère ce type d'incertitude aux surprises majeures, de type celle qu'on a pu avoir avec le Covid, celle qu'on a pu avoir avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou celle qu'on a eue récemment au Moyen-Orient. Parce que ça, ce sont des vraies incertitudes qui nous prennent par surprise. Voilà. Une élection, on sait en général comment ça se passe. On sait que la campagne électorale est en général assez radicale. C'est-à-dire chaque camp se polarise sur un certain nombre de fondamentaux. Mais on sait aussi qu'il y a une différence entre un candidat et un président élu. Le discours traditionnellement s'adoucit. Et finalement, ce qui compte le plus, c'est de savoir, quel que soit le candidat qui sera élu, qui sortira vainqueur de cette élection, ce qui va changer, ce qui ne va pas changer dans la conduite de la politique américaine. Et de ce point de vue-là, on peut facilement s'inspirer de l'histoire. Par exemple, quand on regarde les relations avec la Chine, on attendait beaucoup du changement d'administration entre l'administration Trump et l'administration Biden. La ligne n'a pas fondamentalement évolué. Elle n'a pas changé. Voilà. En revanche, si on regarde ce qui se passe vis-à-vis de la gestion de la transition climatique, on savait qu'un changement d'administration entre les républicains et les démocrates allait amener un certain nombre de changements. Donc finalement, c'est là-dessus qu'il faut se polariser, c'est sur ce qui ne va pas changer et ce qui pourrait changer en fonction du candidat élu. Ce qui ne va pas changer, c'est évidemment le rapport de puissance que les États-Unis sont en train d'installer avec les autres grandes puissances mondiales et en particulier avec la Chine. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune évolution à attendre. Bonne surprise à attendre. Hein. Ce qui est en train de s'installer est une tendance structurelle. C'est d'ailleurs même ce qu'on appelle chez BlackRock une méga force, cette montée des tensions géopolitiques. En revanche, évidemment, le point d'attention plus particulier va être lié à la gestion de la transition climatique, parce que là, la différence sera quasiment binaire entre les deux camps. Bon, d'ici là, cette élection va générer de la volatilité, et comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va aussi générer de l'incertitude au niveau de la capacité du gouvernement fédéral américain à engager un certain nombre de dépenses. On le voit aujourd'hui dans les débats qui ont lieu pour signer ou non le budget d'aide pour le plan militaire ukrainien. Donc ça, c'est vraiment un facteur d'incertitude, c'est de la volatilité. Mon appréciation là-dessus, c'est que la volatilité, c'est quand même aussi parfois un allié des investisseurs quand ils investissent régulièrement, donc ça peut être traité de manière positive. Pour répondre à votre question au niveau des facteurs d'incertitude, moi, celui que je mettrais en tête de liste, au-delà des élections qui sont là et donc qu'on va gérer d'une manière ou d'une autre, c'est effectivement ce que le consommateur américain va être prêt à consommer en 2024 par rapport à son rythme de consommation en 2023.
Le consommateur américain, c'est le principal pilier de la croissance américaine. La croissance américaine, c'est le principal pilier de la croissance mondiale. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a qu'une chose à regarder, c'est le comportement du consommateur américain. Oui. Pour le moment, il tient, il se défend très honorablement. Et c'est vraiment le facteur d'incertitude principal, à mon sens, sa capacité à résister, alors même qu'un certain nombre de cartouches ont été tirées. Voilà, on va surveiller ça en 2024. Est-ce qu'on peut aussi, parce que voilà, on va nous dire, oh là là, c'est la déprime, ces points, ils nous font part que des nouvelles potentiellement négatives. Est-ce qu'il y a des facteurs positifs à espérer ou à attendre sur cette nouvelle année? Oui, il y en a toujours. Déjà, premièrement, le pire n'est jamais certain. C'est-à-dire que le métier des investisseurs, c'est de se préparer aux pires nouvelles. Parce qu'en fait, le pire qui puisse arriver à un investisseur, c'est d'être pris par surprise, d'avoir un portefeuille qui ne soit pas construit de manière à pouvoir résister à un événement qui se produit et qui était malheureusement mal anticipé et qui va du coup le mettre en situation de difficulté en termes de performance. Voire même l'amener à couper ses positions, ce qui peut être le pire, en général, le pire, puisque à ce moment-là, toute espérance de retour à meilleure fortune... c'est terminé là. Ouais. Voilà. Donc, le métier d'investisseur, c'est de se préparer aux mauvaises surprises, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent beaucoup de ce qui pourrait mal se passer, mais ces mauvaises surprises, d'une certaine manière, ce risque de mauvaise surprise, il est d'une certaine manière en partie intégré dans les prix d'actifs. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et historiquement, ce qu'on observe, c'est que, on anticipe beaucoup de mauvaises surprises positives. Oui. La vie nous réserve moins de mauvaises surprises positives que ce à quoi on s'attendait. Le pire n'est jamais certain. Et donc, déjà, ce qu'on peut anticiper pour 2024, c'est que parmi toutes les mauvaises nouvelles potentielles, évidemment, on n'est pas une espèce d'annus horribilis où elles se réalisent toutes. Et ça, honnêtement, la probabilité de les voir toutes se réaliser est assez faible. Le deuxième facteur positif, c'est évidemment que même dans un environnement plus contraint, en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes de politique monétaire, on a des agents économiques qui restent dynamiques, qui restent innovants, parce que finalement, le capitalisme, c'est une lutte pour la survie, et c'est celui qui est le plus réactif, celui qui est le plus flexible pour s'adapter à un environnement donné, qui l'emporte. Et ce qu'on a observé en 2023, qui était pourtant déjà un environnement très contraint, c'est un certain nombre d'innovations qui sont arrivées, notamment l'intelligence artificielle. Et ça, pour le coup, c'est pas un feu de paille, c'est une vraie révolution. Il y a aussi une méga tendance. Voilà, aussi une méga force identifiée par BlackRock. Et ça, c'est pas un feu de paille, je le disais, et ça peut même être une superbe surprise dès l'année 2024. Pourquoi ? Parce que cette intelligence artificielle, ça fait beaucoup de buzz, beaucoup de personnes en parlent, mais ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact que ça peut avoir en termes de croissance et en termes d'inflation. On est dans des environnements qui sont contraints parce qu'il y a trop peu de croissance et qu'il y a trop d'inflation. L'intelligence artificielle, c'est potentiellement ce qu'on appelle un choc de productivité. Oui. C'est déflationniste. C'est quelque chose qui permet de produire plus avec moins. Donc c'est finalement quelque chose qui règle en partie le problème du trop peu de croissance et du trop d'inflation. Vous voyez, c'est un espèce de couteau suisse. Et donc, plus vite on arrivera à déployer l'intelligence artificielle partout où elle fait du sens, plus vite on pourra bénéficier de ces effets positifs, aussi bien sur la croissance que sur l'inflation. Et on a besoin de ce surcroît de croissance. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait naviguer assez proche de 0, 0 plus aux États-Unis, peut-être 0 moins en zone euro. Évidemment, toute nouvelle qui nous permet de gagner 0,5, 1 point de croissance potentielle, tel que par exemple l'intelligence artificielle peut le faire, c'est une excellente nouvelle pour l'économie mondiale. Donc ça, c'est vraiment je dirais le deuxième gros facteur positif hérité de 2023 et qu'on devrait voir commencer à se réaliser en 2024. Bon, en attendant de voir l'IA se déployer pleinement, qu'est-ce que cette année pourrait nous donner sur les marges des entreprises qui dit ralentissement de la croissance, encore plus marqué en Europe? Est-ce que ça se traduit assez rapidement dans un pincement des bénéfices, des marges des entreprises? Là aussi, c'est ce sur quoi il faut miser? Alors, déjà, les analystes anticipent toujours l'évolution des marges en fonction des anticipations macroéconomiques. Donc, le ralentissement qui est en train de s'opérer, le soft landing, qui est aujourd'hui la thèse centrale des marchés, est en partie déjà intégré dans les prix d'actifs. D'accord ? Donc, ce qui va compter, c'est plutôt ce qui va se passer en delta, l'effet surprise. Oui. Est-ce que ce ralentissement va être plus marqué, ou moins marqué que ce qui est globalement anticipé par le scénario central? Du point de vue de BlackRock, le ralentissement devrait être plus marqué. Donc on s'attend effectivement à un impact un peu plus négatif de ce ralentissement sur la dynamique de croissance des entreprises.
Mais là-dessus, BlackRock se garde bien de généraliser, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans un environnement où il y a moins de croissance, c'est un environnement, et surtout dans un environnement dans lequel les conditions financières sont plus restrictives, et ça c'est quelque chose qu'on va continuer à voir en 2024 comme en 2023, c'est notre scénario central, moins de baisse de taux de la part des banquiers centraux, eh bien on a un environnement qui est plus différenciant pour les valeurs. C'est une différence fondamentale par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, pendant les 10 dernières années, où on avait des conditions financières accommodantes. Oui. En gros, quand le vent est porteur, que vous soyez bon ou pas bon, ça marche, ça fonctionne. Tout le monde avance. Ouais, c'est ça. Quand le vent est dans votre nez, là, il faut vraiment être bon pour faire avancer le bateau, sinon vous allez dériver sous la force du vent. Donc c'est beaucoup plus compliqué de généraliser un constat en termes de dynamique de croissance des bénéfices dans un environnement qui est plus contraint, plus difficile. Là, ce que nous, on dit chez BlackRock, c'est que ces environnements contraints, ils vont faire des vainqueurs et des perdants. Globalement, on va voir la dynamique de croissance des bénéfices ralentir. Elle va rester quand même positive parce que les entreprises vont pouvoir déployer un certain nombre d'outils pour transformer le peu de croissance économique en un peu plus de croissance des résultats, notamment l'intelligence artificielle, s'ils mobilisent ces gains de productivité. Donc, elles seront vraiment incitées à le faire le plus vite possible. Mais toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens de le faire. Je veux dire, quand vous exploitez une mine au Gabon, l'intelligence artificielle ne va pas vous être d'un grand secours. Ça va être compliqué, effectivement. Si vous êtes une société de biotechnologie, l'intelligence artificielle peut vous aider à faire des gains de productivité majeurs parce qu'elle peut vous aider finalement à modéliser des essais cliniques, par exemple. Exactement, à modéliser des essais cliniques, à avoir une plus grande prévisibilité de vos différentes études quant aux effets de vos médicaments. Donc nous, on va avoir une lecture des marchés qui va même pas être géographique. Il faut être sélectif. Là, on ne va pas regarder les États-Unis par rapport à l'Europe, pour reprendre votre question, parce que même en Europe, il va y avoir, si vous voulez, des entreprises exportatrices, des entreprises, on va dire, plus exposées à la dynamique de croissance locale. L'histoire va être totalement différente. Les secteurs qui vont être, par exemple, le secteur du luxe, ou qui bénéficient d'une certaine forme de vent porteur structurel, par rapport à d'autres secteurs qui sont plus liés à la consommation de détail du ménage européen, ne vont pas du tout avoir les mêmes histoires et de croissance. Et la capacité de déploiement de l'intelligence artificielle en Europe par rapport aux États-Unis n'a non plus rien à voir. On voit bien qu'en Europe, on est beaucoup plus méfiant vis-à-vis de cet outil. Comme souvent, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. Donc nous, dès qu'on a vu arriver l'intelligence artificielle, la première réflexe, c'est de dire quelle réglementation. Comment on va pouvoir réglementer ? Donc on voit bien que la capacité à déployer vite cet outil de gain de productivité va être peut-être un peu plus compliquée en Europe qu'elle ne va l'être aux États-Unis ou en Chine. Donc il va vraiment falloir avoir une approche très différenciée, par secteur, par valeur même, parce que les valeurs ne vont pas toutes être égales en fonction de leur management, pour savoir exactement qui va tirer son épingle du jeu. Mais si je devais résumer, globalement, on devrait avoir des dynamiques de croissance qui seraient un peu inférieures aux moyennes de long terme historiques, on va dire plutôt, mais toujours positives, parce qu'on a toujours un petit peu de croissance dans le système. Mais avec de la sélectivité, des moyennes qui cachent de fortes disparités. Exactement. Quand je vous écoute, Henri. En termes d'investissement, l'année 2023, c'était l'obligataire qui revient en force. Je le fais vraiment de façon rapide, des marchés qui ne vont pas si mal, qui vont même très bien, on l'a dit, mais très concentrés, sans vraiment beaucoup de volume, des tendances fortes, l'IA, on en a parlé. Est-ce que c'est le même scénario qui se dessine pour le début de l'année, là, si on se projette à un petit peu plus court terme ? Alors, selon nous, oui. Dans les grandes lignes. D'accord. Je vais mettre peut-être une précaution oratoire, c'est on n'anticipe pas pour 2024 la même performance des marchés actions qu'en 2023. D'accord. 2023, c'est une divine surprise. Oui. D'une certaine manière, il y a un effet rattrapage par rapport à 2022. D'une certaine manière, il y a un effet, on va dire, de concentration lié justement à l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Ça, c'est arrivé une fois. Les marchés ne vont pas nous faire le coup tous les ans. Si vous sortez cet effet-là de la performance des marchés d'actions en 2023, il ne vous reste plus grand-chose. Cet effet-là a eu une énorme contribution positive à la performance des grands indices, et en particulier à la performance de l'indice américain. Donc 2024, on s'attend à une performance qui pourrait être positive sur les marchés d'actions, mais qui ne va pas être du même tonneau. Le point central, là où le grand facteur de ressemblance, c'est qu'on va avoir en 2024, comme en 2023, un univers obligataire qui est à nouveau attractif pour les investisseurs. Donc ça a été toute l'histoire de 2023, les taux ont monté, et en montant, les taux sont devenus positifs en termes réels, c'est-à-dire ajustés de l'inflation,
pour les investisseurs. Ouais. Et ça, c'est une différence majeure par rapport aux 10-20 dernières années qui était marquée par ce qu'on appelle la répression financière. La répression financière, c'est vous déteniez une obligation, ajustez l'inflation, vous récupériez moins à la fin que ce que vous aviez mis au début. Vous étiez taxé une fois pris en compte l'inflation parce que les taux étaient trop bas. Désormais, le contexte a changé, les taux se sont ajustés et l'investisseur obligataire est rémunéré pour l'investissement obligataire. Donc ça change tout et ça incite tous les investisseurs à bien regarder leur portefeuille pour s'assurer qu'ils sont bien exposés, bien positionnés sur cette prime de risque obligataire. Donc ça, c'est le premier point. Sur les marchés d'actions, je le disais, une année 2024 qui devrait être peut-être un peu moins porteuse que celle qu'on a observée en 2023, quand même positive mais moins porteuse. Évidemment positive parce que plus le temps va passer, plus on va se rapprocher d'une manière ou d'une autre de ce point pivot des banquiers centraux. Je dis moins porteuse parce que déjà dans notre scénario central, on n'anticipe pas autant de baisses que ça aujourd'hui dans les marchés. Donc, ça veut dire qu'on va avoir comme en 2023 des anticipations de fortes baisses, puis finalement, le banquier central va arriver en disant jamais de la vie. Voilà. Mais globalement, on devrait quand même arriver au moins à capter la dynamique de croissance positive des résultats des entreprises en étant investisseurs sur les marchés d'actions. Et donc, ce qui va être clé pour les investisseurs, c'est de bien s'assurer que leur portefeuille, c'est-à-dire une fois qu'on a tout mis bout à bout, les marchés d'actions, les marchés obligataires, est construit de manière, premièrement, à délivrer le bon couple rendement-risque. Et deuxièmement, est-ce qu'il est bien exposé à ce qu'on appelle les méga-tendances? On a parlé de l'intelligence artificielle, c'est une méga-tendance, ce n'est pas la seule. Le vieillissement démographique est une deuxième méga-tendance, la transition climatique, c'est une troisième méga-tendance. BlackRock en a identifié 5. Et la chance qu'on a avec ces méga-tendances, c'est que ce sont des réservoirs de croissance supplémentaires. C'est-à-dire que si vous vous exposez à des entreprises qui sont positionnées sur ces secteurs, ce sont des entreprises qui vont bénéficier de vents porteurs au niveau de la croissance. Et c'est toujours plus facile, quand vous gérez une entreprise, d'avoir un vent porteur en termes de croissance plutôt qu'un vent dans le nez. Donc, si vous regardez bien vos portefeuilles, et en particulier sur la partie action et également sur la partie obligataire, pour vous assurer que vous êtes bien exposé au moins à une partie de ces vents porteurs, à ce moment-là, l'année 2024 devrait quand même plutôt bien se passer, comme elle s'est plutôt bien passée globalement pour les investisseurs en 2023. Peut-être un peu plus de performance à atteindre du côté des obligations au travers du carry. Honnêtement, on aura moins peut-être de volatilité que ce qu'on a eu en 2023 sur la partie obligataire, mais on en aura un peu plus du côté des actions. Voilà, le carry, le portage, en bon français. On essaie de ne pas avoir trop d'anglicisme. Avant de se quitter, Henri, peut-être de façon, on a échangé, on s'est dit beaucoup de choses de façon ultra synthétique. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les 2-3 mots d'ordre à garder en tête pour l'investisseur individuel sur cette année 2024? Alors 2024, j'aurais tendance à dire que, et ça, c'est tous les investisseurs vous le diront, on démarre l'année avec des incertitudes qu'il va falloir gérer au fur et à mesure que les événements vont se produire. Donc il va falloir évidemment avoir une feuille de route qui est un peu notre guide pour l'ensemble de l'année. C'est ce qu'on appelle un scénario central, une vision stratégique. Donc c'est celle que je viens de vous exposer aujourd'hui. Et il va falloir aussi être capable de s'adapter, parce que les événements vont dicter leurs lois, et donc il va falloir quand même rester adaptable et rester flexible. Et ça, évidemment, on en reparlera quand on se reverra en 2024, justement. Voilà. Si amendement on doit porter au scénario, il faudra être capable de le faire, il faudra être capable de reconnaître ses erreurs et éventuellement d'en tirer les conséquences. Donc déjà, de la flexibilité et pas d'acharnement, entre guillemets, quand le scénario qu'on a privilégié ne se réalise pas. Exactement. Deuxième point, c'est que la volatilité liée à ces incertitudes, ça peut être un problème parce que ça crée des variations de prix et donc des variations de valeur d'un portefeuille donné. Ça peut être aussi un allié de l'investisseur, en particulier l'investisseur qui investit régulièrement. Finalement, la grande chance des investisseurs en 2023, c'est qu'on a alterné les points hauts et les points bas sur toutes les classes d'actifs. Si vous investissez au début de l'année et que vous mettez le couvercle sur la cocotte minute, vous finissez l'année en territoire positif. C'est pas mal, mais ce n'est pas forcément optimal. Nous, on a fait le travail chez BlackRock, on a comparé la performance d'un investisseur qui aurait appliqué cette stratégie et celle d'un investisseur qui aurait régulièrement investi. Aurait remis au pot, pour le dire de façon simple. Exactement, régulièrement investi sur les marchés et de cette manière aurait moyenné tout au long de l'année sur les différentes classes d'actifs en profitant des points hauts, des points bas. Et il y a eu pas mal quand même d'allers-retours sur les marchés. On peut quasiment ajouter 1%, 2% de performance à un portefeuille diversifié sur une année comme 2023. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Et une fois encore, l'investissement régulier sera le grand allié des investisseurs en 2024, puisqu'on s'attend
à des niveaux de volatilité qui vont rester structurellement plus élevés que ce qu'on a observé par le passé. Et voilà, de la régularité, de la diversification, et puis on reste très attentif au marché obligataire qui va continuer à délivrer des performances sur cette année 2024. Merci beaucoup Henri pour ce point très complet. Vous l'avez dit, on se retrouvera à l'issue du premier trimestre 2024 pour faire le point. En attendant, on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, j'ai envie de dire. Bonne fin de fin d'année à vous, Laurent, à tous nos auditeurs et au marché, évidemment. Voilà, et on se retrouvera au premier trimestre. C'est fini pour l'Actu Bourse aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.